comme un idéaliste, un réformateur, une sorte de révolutionnaire. Voilà un chef qui partage le butin de manière égale entre ses hommes. C'est vraiment surprenant de voir cela dans l'histoire. Et c'est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles il nous plaît tant. Il semble y avoir un véritable sens de la fraternité chez lui. Il est devenu le chef d'une nouvelle communauté. « 100 000 bouches à nourrir. L'équivalent d'une ville moderne de taille moyenne. Plus une armée est grande et plus il y a de problèmes pour assurer sa survie. Avec Spartacus, on a affaire à un grand stratège. Il est plus apte à comprendre la stratégie que la tactique. Ça concerne aussi bien le champ de bataille que ce qui se passe en dehors. Il doit s'occuper de l'habillement et du ravitaillement de son armée et apparemment il s'en sort bien. Avec une force aussi importante, Spartacus sait qu'il doit dépasser le stade de la guérilla. Quelque part dans son esprit, Spartacus doit savoir qu'un de ces jours, les légions qui se trouvent en Espagne, en Grèce, en Judée ou en Syrie finiront par rentrer pour mettre un terme à cette révolte. Et cette fois, ce sera tout autre chose. Ce sont des troupes qui ont bâti un empire. Elles ont écrasé des nations. Spartacus doit préparer ses hommes pour affronter ces légions sur le champ de bataille, ou bien ils seront anéantis. Mais ses actions ne sont pas désintéressées. Il y a en effet un motif personnel derrière tout ce qu'il fait. Pour Spartacus, libérer les esclaves est un moyen de parvenir à ses fins. Contrairement au mythe, Spartacus n'est pas un révolutionnaire. Il n'a aucune intention de détruire le système romain. Il veut simplement retourner en Thrace. Spartacus veut rentrer chez lui. Rentrer chez soi est le seul objectif de cette révolte. Il projette de faire traverser toute la péninsule italienne à cette armée, à travers un territoire hostile, puis de franchir les Alpes pour retourner chez lui. Ce n'est pas une petite entreprise. Et c'est à cette fin qu'il organise son armée. Ils forceront le passage. Ils se battront pour atteindre le nord. Les esclaves révoltés vont devenir des soldats disciplinés. Avoir réussi à les entraîner et à les équiper pour cette marche est sans doute le plus grand exploit de Spartacus. Je pense que Spartacus a organisé ses troupes par délégation. Je pense qu'il a réuni ses gladiateurs, ses 73 hommes, et qu'il leur a expliqué ce qu'il fallait enseigner aux autres. Puis ils ont cherché un groupe qui entraînerait un autre groupe, qui entraînerait un autre groupe. C'est un système particulièrement efficace qui lui permet de préparer ses hommes en quelques semaines. Une fois encore, il utilise ses connaissances acquises dans l'armée romaine. Il s'inspire d'un modèle d'efficacité militaire parfait et il sait comment combattre le feu par le feu. Je pense qu'avec son armée, Spartacus a voulu créer une nouvelle armée romaine, car c'est ce qu'il connaissait. Il a acquis une force tout à fait imposante, constituée d'hommes qui n'ont plus peur d'affronter l'ennemi. Mais cela engendre un autre problème pour Spartacus. Certains de ces hommes deviennent trop sûrs d'eux. Une scission apparaît. Elle est menée par Crixus, le gladiateur qui accompagne Spartacus depuis l'évasion.
Proximus, feminas cupimus, non sumus ignavi. Spartacus ne peut pas sauver ses hommes d'eux-mêmes. Ils se sentent suffisamment forts pour ne plus avoir à fuir. Ils pensent même pouvoir rester en Italie pour affronter directement Rome. Ce qui les séparait surtout, c'était le fait que Crixus pensait à court terme, alors que Spartacus pensait à plus long terme. Il devient évident que les deux hommes et les factions qu'ils dirigent doivent maintenant se séparer. Crixus abandonne Spartacus. Nous savons que Spartacus se dirige vers le nord en 72 avant Jésus-Christ. Crixus et ses hommes, qui sont peut-être 30 000, ne l'accompagnent plus. Ils restent dans le sud. C'est une perte importante. C'est une perte qui affaiblit et divise cette armée d'esclaves au moment même où Rome lance sa contre-attaque. Une nouvelle armée de soldats professionnels a reçu l'ordre de détruire celle des esclaves. On ignore si les Romains étaient informés de cette séparation. C'est très possible. Les Romains étaient incroyablement organisés. Il se peut qu'ils aient temporisé, en sachant qu'un éclatement de l'armée de Spartacus leur faciliterait grandement la vie. Voilà la contre-attaque inévitable que Spartacus redoutait tant. La machine de guerre romaine est maintenant en ordre de bataille. Rome a envoyé deux armées distinctes. La première se dirige vers le nord pour bloquer la route de Spartacus. La deuxième poursuit Crixus dans les montagnes de la côte est italienne. Crixus est peut-être un grand guerrier, mais ce n'est pas un général. Ses hommes ne sont pas en mesure de rivaliser avec ses nouvelles troupes. Ils sont facilement écrasés, et Crixus est tué au combat. Les deux armées peuvent maintenant se concentrer sur Spartacus. Il est dans les Apennins, au centre de l'Italie. Spartacus est très éprouvé par la mort de Crixus et il considère sa mort comme un affront personnel. Crixus a peut-être abandonné Spartacus, mais Spartacus vengera sa mort. La peine cède la place à la haine. C'est l'un des moments les plus étonnants de cette histoire, car je pense que les Romains s'attendent encore à le voir fuir, à le voir battre en retraite, mais ils se trompent. Ils passent à l'attaque. L'armée de Spartacus attaque la légion du premier consul Lentulus avec une telle force que les Romains s'enfuient. Son armée fait ensuite demi-tour, attaque l'autre légion de Gellius et la détruit également. Maintenant, il n'a plus qu'une idée en tête, échapper à Rome. Il tue et écrase tout ce qui se trouve en travers de son passage.